Aujourd'hui, on va valoriser Verizon et on va voir s'il y a une grosse opportunité à saisir ou s'il faut faire attention et fuir ce genre d'entreprise. Attention, je rappelle que les valorisations qui sont faites là sont des valorisations grossières, c'est juste pour se donner une idée, puisque quand on analyse des ratios juste avec des bénéfices, du nombre d'actions, une dette, etc., ça ne met absolument pas en lumière tous les éléments qu'il pourrait y avoir. Vous pouvez avoir de la bonne dette, de la mauvaise dette, pardon. Vous pouvez avoir derrière des choses qui sont cachées, comme de la dette convertible en actions, donc avec une potentielle dilution future. Vous pouvez avoir des contraintes qui sont liées au secteur. Vous pouvez avoir un changement macroéconomique qui fait que l'entreprise va être dans de terribles difficultés. Vous pouvez avoir une entreprise qui est dépendante entièrement ou à 90% d'un gros fournisseur. Par exemple, il y a eu pendant un moment Broadcom qui était dépendant vraiment très fort, beaucoup moins aujourd'hui, mais qui était très dépendant des smartphones, puisque comme elle fournissait beaucoup de puces et elle avait un client phare, si ce client décidait de dire au revoir, elle perdait 50-60% de tout son chiffre d'affaires, ce qui est énormissime pour une boîte, surtout si elle n'a pas prévu et que la dette est assez colossale, etc. etc. Donc attention, ce sont des valorisations grossières, ça permet de brosser un portrait général, et ça permet de savoir si on est pas trop loin d'une potentielle valorisation à peu près juste et d'aller creuser le dossier ou pas. Je schématise, je caricature. Si on arrive à voir qu'avec une valorisation, on devrait être entre 33 et 40, 50, 60 euros, ça veut dire que potentiellement on est ici à un cours plus bas que la valorisation, donc ça peut permettre de se pencher sur le dossier. Si on voit que la valorisation faite aujourd'hui arrive à 3 euros, bon, 30 euros même à 3 euros, même si on s'est un peu loupé sur la valorisation, ça vaut pas le coup de regarder le dossier aujourd'hui, il y en a peut-être des plus intéressants ailleurs, sauf si vous avez une info que je n'ai pas, ou si vous avez il y a une info qui tombe dans 3 semaines avec un nouveau méga contrat, ça peut tout changer, mais à l'heure actuelle, on pourra se dire, bon, on va pas chercher tout de suite. Et si au contraire, on a une valorisation extrêmement haute, où il y a un piège quelque part, où effectivement c'est peut-être le moment de se placer, puisque même en se loupant, même en allant chercher dans les rapports financiers et que on revoit un petit peu à la baisse notre valorisation, on sera toujours plus haut que le prix actuel. Voilà, ceci étant fait, on va passer du coup sur les chiffres qui ont été mis là. Donc tous les chiffres qui sont mis là sont les chiffres que j'ai trouvés ici qui sont dans TradingView, puisque ça me redonne directement tous les chiffres. Je n'ai pas besoin d'aller forcément les chercher tous dans les rapports financiers, même si je les lis parce que des fois il y a des choses qui sont cachées. Au moins ça permet d'avoir un portrait global. Donc tout est là. Concernant le PER peut être gémi de 12 ou de 6,5. Pourquoi? Pour deux raisons. Ici, quand on va là, si je vais sur mon screener 3, mon PER est là. Et si je me mets ici, on a agrandi un petit peu, on voit bien que pendant des années, pendant de longues années, on était à un PER ici qui était, si je mets un PER médian, alors on pourrait être plus haut ici sur de 2005, mettons, jusqu'à 2017, on était plutôt par là, donc un PER plutôt de 15. Et si je prends toute la période, on descend un petit peu, ça nivelle par le bas, on voit bien qu'on est quand même un PER aux alentours de 12. Alors attention ici, le but n'est pas de faire de la précision extrême, que ce soit du 11,8, du 12 ou du 12,4, ça ne changera pas forcément ça changera pas le monde, mais l'idée est de se faire une idée grossière. Donc on voit bien qu'on était sur un PER de 12, et je prends aussi le PER actuel, donc qui est de 6,65, j'ai mis 6,5, mais voilà, comme ça on aura la valorisation ici, en temps normal, ce qui a eu lieu ces dernières années, et on aura la valorisation actuelle qui est vue par le marché, alors à savoir si c'est parce que c'est une période de panique ou parce qu'il y a de nouveaux éléments, mais ça il faut aller le lire ou aller écouter dans les conférences calls, mais ça nous donnera le PER relativement, la valorisation actuelle, et la valorisation, ce qu'on va dire normale, ou en tout cas que le marché trouve normal depuis des années. J'ai également pris ici le PER du secteur. On voit bien ici, donc sur Investing, quand vous tapez Verizon, vous avez ici le PER de 11,35, donc on n'est pas loin de nos 12, donc c'est 12 qu'on prendra pour un chiffre rond, rien ne vous empêche de refaire les calculs avec 11, mais voilà, on a le PER de la société aujourd'hui, ça c'est ce qu'on voit, et le PER de 11,35 de l'industrie, ça veut dire que l'industrie entière est en moyenne là. C'est une très bonne chose, ça nous permet de voir ici que c'est beaucoup moins valorisé, 2 fois moins, et ça nous permet aussi de nous conforter, comme quoi si jamais elle revient au PER de l'industrie, ou même un peu proche, si elle remonte à 7, 8, 9, 10, on pourrait avoir une valorisation qui monte aussi. Donc quand on fait ça, on met un PER de 12. La marge nette, je l'ai mise à 13 ou 15,53, tout simplement parce qu'on est aussi dans le même ordre d'idée. Si je retourne sur mon screener 1, on a une marge nette ici, qui est alors ici en hausse depuis un petit moment, mais est-ce qu'on est sur un trend haussier parce qu'il y a eu des coupures, des optimisations, etc. et qu'on va plutôt redescendre ou stagner? J'ai préféré prendre un PER plutôt conservateur, enfin une marge plutôt conservatrice. Si on se met ici à 13, on est plutôt sur
on est sur une moyenne haute, une médiane haute depuis ces dernières années, mais je me laisse une petite marge de régression au cas où on passerait de 15,5 à 13, ce qui permet de me dire, voilà, on est dans un range ici, par là, où on arrive à maintenir une marge aux alentours de 13, 14, 15. Donc moi je garde 13, vous pouvez très bien refaire vos calculs, voire même un peu plus haut si vous considérez qu'on est dans une tendance haussière et qu'on va bientôt continuer à monter. Moi je préfère faire conservateur, ce qui me permet de me définir un plancher et d'essayer de gommer les éventuelles choses que je n'aurais pas vues en prenant des fois des faits un petit peu plus contraignants. Ça me permet de me sécuriser et de me rassurer. Donc on arrive ici avec un PER de 12 ou de 6,5 en ce moment et une marge de 13. Quand on fait la valorisation, on a actuellement 9,8. 9,8, c'est vraiment bien plus bas que l'action à 33,28. Et du coup, là, ça va nous afficher un score qui est complètement dans les choux, à 240%, trop cher. Oui, tout simplement parce que forcément, quand on a ici 172 milliards de dettes, forcément, quand on a 136 milliards de chiffre d'affaires, même avec une bonne marge, même si on avait 10, 20, 30, 50% de marge, on voit bien que la dette, c'est ce qui plombe complètement parce qu'on voit bien ici que derrière, on a le revenu net fois le PER moins la dette. Et donc même si on fait ça x 12 et qu'on enlève la dette, c'est quelque chose qui est extrêmement lourd. Maintenant, la question à se poser, alors on va déjà faire avec les 6,5. Si on met les 6,5, ça va faire mal. On arrive à moins 13. Alors du coup, ça devient juste stupide parce qu'on ne peut pas avoir quelque chose qui est moins 13. Mais donc, on va garder du 12 juste pour rester dans des chiffres à peu près cohérents pour l'esprit et qu'on arrive à le voir. 9,8. Donc, on voit bien qu'on est extrêmement cher. Maintenant, attention. Comme on le disait, c'est une valorisation grossière. Ça ne veut pas absolument tout dire. Pourquoi il y a cette dette-là ? Cette dette-là, elle n'est pas là inutilement, c'est pas juste une entreprise qui est mal gérée et qui ne sait pas, qui s'endette tout le temps pour continuer. C'est une société qui est obligée de s'endetter de par les antennes qu'elle fait, tout le réseau qu'elle fait. Elle est obligée d'investir massivement et pour les licences également, puisqu'il faut savoir qu'aux États-Unis, pour pouvoir utiliser et diffuser la 3G, il faut payer une licence. La 4G, il faut payer une licence. La 5G, il faut payer une licence. Et quand vous voulez être sur la 3G, 4G et 5G en même temps, il faut payer 3 licences. Alors oui, c'est un gouffre financier. Maintenant, ça a je vais pas dire deux avantages, mais l'un étant que c'est comme ça pour tout le secteur. Donc vous n'êtes pas défavorisé par rapport à vos concurrents. S'ils veulent utiliser la 5G, du coup, ils vont devoir payer eux aussi. Donc dans tous les cas, vos concurrents payent, vous n'êtes pas défavorisé. Et le gros avantage, c'est que ça fait une énorme barrière à l'entrée pour des nouveaux acteurs, parce qu'une entreprise qui voudrait se lancer, et même qui aurait quelques millions d'euros de capital pour démarrer, elle est tout de suite bloquée par le fait de devoir payer des sommes colossales pour pouvoir utiliser la 5G. Alors elle va peut-être se dire, cette nouvelle entreprise, bon, je vais partir sur la 3G ou la 4G, et je verrai bien un jour, si je suis plus gros, je pourrai acheter pour de la 5G ou la 6G plus tard. Oui, mais pendant que cette nouvelle entreprise propose de la 3G et de la 4G comme opérateur, Verizon propose de la 5G qui est beaucoup plus rapide. Donc c'est une manière de gratter des parts de marché, exactement de la même manière que quand on a des entreprises de semi-conducteurs qui investissent dans une machine encore plus chère, qui permet de faire des processeurs gravés encore plus petits. Oui, ça coûte un capital pharaonique, mais de l'autre côté, c'est le moyen aussi de pouvoir avancer, de produire des puces encore plus économiques, gravées plus finement, et d'être toujours dans la course à l'high-tech. Donc ici, c'est juste une dépense qui est nécessaire. Alors, peut-être pas que les 172 milliards sont nécessaires, mais il y a une forte partie de ces 172 milliards qui sont obligatoires de par le secteur d'activité. Donc, attention, ce n'est pas forcément à prendre en compte tel quel, comme ça, la valorisation. On arrive dans des entreprises et des secteurs où une valorisation grossière ne veut plus dire grand-chose, de la même manière que on voit bien qu'on a on a du mal à chiffrer des entreprises, par exemple comme Netflix, qui sont du pur numérique, à part quelques serveurs, quelques entrepôts, mais qui est du pur numérique, tout simplement parce que derrière, il faut changer de méthode de calcul. On ne valorise pas une entreprise qui a quelques serveurs et donc pas de bâtiment, pas de brevet, pas d'entrepôt, pas de personnel, pas de rien du tout, qui n'a rien à part une base client qui a un abonnement et derrière des licences qu'elle doit emprunter pour justement diffuser des films comme Harry Potter, les Marvel, etc. Donc on ne valorise pas du tout quelque chose qui est obligé de s'endetter à des milliards pour avoir une licence et devoir être sur le territoire, comme on valorise une entreprise qui n'a absolument rien, quasiment tout est dans sa base client. Donc attention, encore une fois, la valorisation veut tout et rien dire. Maintenant, ça nous aide à nous dire aussi que cette entreprise qui avait l'air extrêmement sous-cotée ici, ne l'est peut-être pas tant que ça finalement. On n'est pas dans une valorisation, on est monté je ne sais où, on est plutôt ici en bas, donc déjà
on ne se dit pas, mince, c'est une super affaire, il faut foncer dessus. Maintenant, Verizon n'est pas le genre d'entreprise qu'il faut avoir en portefeuille, selon moi, qu'il ne faut pas avoir en portefeuille pour espérer de la croissance. C'est une entreprise qui est mature dans un secteur qui est relativement mature. On le voit bien d'ailleurs, si vous avez vu la précédente vidéo avec les ratios, on n'est pas sur quelque chose qui est en croissance phénoménale, on n'a pas des marges non plus qui sont incroyables, même si 15% pour le secteur c'est pas mal. On voit bien que tous les chiffres sont bons, mais relativement stables. On est dans une entreprise mature. Une entreprise mature, ce n'est absolument pas fait pour investir son capital aujourd'hui et le récupérer dans 30 ans avec un x100, x200. C'est plutôt une entreprise qui est utile aujourd'hui pour, conserver la valeur, puisqu'une entreprise mature, ça veut dire que du coup, il y a des résultats prédictibles. D'ailleurs, si on va ici, là et là, on voit bien que dans les bénéfices annuels, on a toujours été vraiment pas loin de la cible, tout simplement parce que c'est un secteur qui est extrêmement prédictible. Donc, on paye le fait de pouvoir savoir à l'avance ce qu'on va avoir dans les 2, 3, 4 prochaines années, et on paye le fait d'être rassuré parce que c'est une entreprise qui sait gérer son business model et du coup on ne va pas avoir du moins 50%, plus 300%, moins 30% où notre capital on ne va pas savoir où il va aller et si on est dans une mauvaise année et qu'on doit absolument retirer son capital, pas de bol, on est dans une année où on a fait moins 50, on récupère que 50% de son capital, ce qui quand on place 1 ou 2 millions est énorme. Donc on est dans une entreprise qui est utilisée complètement différemment pour avoir une stabilité et une conservation du capital sur le long terme. Mais le gros plus de Verizon est son dividende. Puisque si derrière, alors on va partir sur deux choses. Si on a derrière la prédictibilité, ici mettons sur de l'annuel, on estime qu'en 2024 on aura 4,67 € de bénéfices par action. Si on vient ici et qu'on regarde là, qu'on met 4,67 € de bénéfices par action, si derrière on a aujourd'hui un prix à 33,28, si on prend ici par exemple, on va mettre égale 4,67 divisé par 33,28, qui est le cours actuel. On a 14, alors je vais le mettre en pourcentage, on a 14% de rendement. Ce qui est incroyable sur une entreprise où vous êtes quasiment sûr, rien n'est jamais sûr en bourse évidemment, mais on va dire, je mets des guillemets partout, sur une entreprise où vous êtes sûr, parce que c'est prédictible, de toucher 4,67 € l'année prochaine, ou 4 $, peu importe, on parle en dollars et en dollars, ou en euros et en euros, mais vous êtes sûr de toucher 4,67 € dans un an, et vous la payez aujourd'hui 33, ça veut dire quand même que vous avez un rendement de 14%. Quelle entreprise vous assure quasiment, parce que c'est quand même très prédictible, vous assure quasiment d'avoir du 14% de rendement? Il n'y en a pas beaucoup. Donc on voit bien que dans ce contexte-là de sérénité de marché, et quand vous avez un gros capital à placer, que vous êtes prêt à dire, bon, peut-être je passerai à 14, voire peut-être même à 13%, si jamais c'est pas 4,67. Mais je ne vais pas passer de 14% à 3% sur un marché qui est extrêmement prévisionnel. Donc, enfin prévisible, pardon. Donc, on est bien d'accord que 14%, c'est rassurant. Quand vous avez un énorme portefeuille, 14%, oui, vous n'aurez pas une entreprise qui va faire x2, x10, mais vous êtes assuré d'avoir 10, 11, 12% l'année prochaine de retour sur investissement, ce qui est pas mal. Et la deuxième force de Verizon, on va mettre ici, ce sont les dividendes. Parce que comme c'est un marché mature, une entreprise mature, forcément, l'entreprise peut maintenant se permettre de donner des gros dividendes puisqu'elle n'est plus dans une entreprise en croissance qui a besoin de réinjecter ce capitaux pour grandir. Donc on arrive ici sur des dividendes, on le voit, l'année dernière, parce que du coup cette année ça n'avait pas été mis entièrement, on a ici du 2,58 par an. Donc 2,58 € ou 2,58 $, peu importe. Si on le met ici, et encore je fais en 2022, on va aller chercher sur du 2023, 2024 après, mais 2,58 €, si on le met ici, si on met égal 2,58 divisé par le prix actuel de l'action, vous avez ici 7,7% de rendement. Quelle entreprise ou quel coupon obligation vous assure quasiment, parce qu'encore une fois je mets des guillemets partout, mais c'est quand même une entreprise qui est avec des bilans relativement prévisibles, qu'est-ce qui vous assure aujourd'hui dans le monde de la bourse un retour sur dividende de 7,75%, ce qui veut dire que derrière, si vous achetez aujourd'hui, si vous avez un gros patrimoine et que vous mettez 1, 2, 3 millions d'euros ici dans cette action, vous avez 7,75% qui vont tomber en dividende. Alors on oublie forcément la fiscalité puisque selon le pays, selon votre situation, peu importe, on ne peut pas le calculer, ça c'est selon chaque profil, donc on prend toujours brut, mais qui peut vous assurer d'avoir 7,75%? Et comme on est sur une pente baissière, il est très possible de commencer à recharger là, et si on continue notre pente, de recharger à 7%, 8%, 9%, 10% de rentabilité, donc c'est quelque chose qui est pas mal du tout. On va aller chercher derrière les dividendes pour l'année 2023 et 2024.
Donc on arrive ici sur Boursorama, on a le dividende net par action 2024 2,69 USD et on a ici en 2024 on a 2,68. Donc voilà, 2,68 dollars. Donc on est sur quelque chose qui est similaire puisqu'on était ici à 2,58. Si on met 2,68 dollars, on arrive à un rendement du coup de cette année si vous achetez à 8%. Donc si vous achetez maintenant l'action Verizon, vous avez 8% quasiment sûr, encore une fois je mets des guillemets, mais sur un business prévisible, vous avez 8% de dividendes qui vont tomber. Attention cependant, l'entreprise est fortement endettée, il faut aller lire les rapports financiers, écouter les conférences call pour savoir si la dette est colossale ou pas. Alors on voit bien que, comme on l'a dit, 172 milliards de dettes, c'est énormissime, surtout sur un chiffre d'affaires de 136, mais ce qu'il faut par exemple aller creuser, c'est quand vous allez ici, vous allez voir dans les bilans financiers, enfin dans les rapports financiers, vous allez derrière, pardon, dans les déclarations, on va aller voir donc du coup ici, dans donc, compte de résultat, on va se mettre en annuel, bénéfice d'exploitation, ici charge d'intérêt de la dette, et on voit bien ici que intérêt sur la dette, on est à 5,61 milliards. On est bien en 2022, oui c'est bien ça. Donc 5,61 milliards, vous avez 5,61 milliards à rembourser en mensualité sur l'année. Donc vous avez une dette de 172 et quelques, mais vous remboursez 5,6 milliards chaque année. Eh bien, sur un revenu net qui est d'environ 21, ça passe, puisque vous avez, alors évidemment il faudrait prendre les EBITDA, etc., mais on voit bien que on est quand même très loin du compte, et d'ailleurs l'entreprise a annoncé qu'elle avait une dette sur EBITDA qui était aux alentours de 3, 2,9 il me semble. Donc on voit bien qu'on gagne quand même 3 fois plus d'argent que ce qu'on doit rembourser en dette, ça prouve donc bien que l'entreprise est complètement capable de rembourser sa dette, même si elle est colossale, si elle est lissée sur de nombreuses années, que l'entreprise arrive à la faire rouler, et surtout qu'avec cet endettement, elle a réussi à avoir des parts de marché et qu'elle gagne beaucoup d'argent, eh bien, une grosse dette n'est pas forcément une mauvaise chose. Attention à vérifier dans les futures années si la dette n'augmente pas de façon exponentielle et que l'entreprise n'est pas en train de faire n'importe quoi, mais il n'empêche que Verizon n'est pas un mauvais investissement, il dépend du profil. Alors si vous êtes jeune et que vous avez très peu de capital, c'est peut-être pas forcément une bonne chose parce que vous n'allez pas vous n'allez pas avoir cette croissance phénoménale dans 10, 20, 30, 40 ans, mais si vous avez par exemple potentiellement un gros patrimoine ou si votre but premier est de le conserver dans de la valeur et d'avoir une petite rente chaque mois ou chaque année, ça peut être un bon investissement. À vous de creuser, mais il n'empêche que Verizon, pour moi, n'est pas une mauvaise société et c'est une société qui peut permettre de garder, de conserver votre capital et de vous faire un petit complément de retraite parce qu'on a quand même 8% de rendement si on l'achète aujourd'hui au niveau du dividende. À savoir également que quand on affiche la droite de régression sur une trentaine d'années, on a ici, on voit bien, on est sur la fin, on est plutôt sur la borne basse au niveau des -2 écarts types, ce qui est quand même relativement bas. Encore une fois, ce sont des probabilités, c'est comme le PER, c'est pas parce qu'un PER est haut que c'est très cher et que ça va s'effondrer, et c'est pas parce qu'un PER est bas que c'est une bonne opportunité et qu'il faut y aller. Il faut voir, des fois il y a des prévisions, des fois un PER haut, c'est parce que l'entreprise a trouvé un nouveau rythme de croissance, un nouveau pan. Des fois, un PER très très bas, c'est peut-être parce qu'il y a eu des mauvaises nouvelles et qu'il va y avoir une décroissance, donc les chiffres d'affaires et les revenus vont baisser. Donc le PER aujourd'hui n'est pas bas, il est juste actualisé par rapport aux futurs revenus. Il est juste cohérent. Là, c'est la même chose. Si jamais on estime que Verizon va rapporter de moins en moins d'argent dans les années futures ou va se faire avoir par un concurrent, forcément, on sous-valorise cette société. Il n'empêche que si jamais rien ne s'est passé, qu'on est comme d'habitude, on est juste dans un cycle parce que la bourse c'est comme ça, c'est des hauts et des bas. Donc s'il n'y a pas de mauvaises nouvelles particulières et s'il n'y a pas de mouvement macroéconomique ou géopolitique, on peut considérer que probabilitairement parlant, il y a plus de chances que ça remonte plutôt que ça continue de baisser. Attention toutefois, des probabilités restent des probabilités. Quand on a 99 chances sur 100 d'avoir raison, il y a quand même une chance sur 100 d'avoir tort et du coup il ne faut pas tout miser là-dessus puisque ça arrive. De la même manière qu'il y a des gagnants au loto, sur une chance sur 100, il y a aussi moyen de se tromper. Donc je dis juste que globalement, si tous les feux sont au vert et qu'on ne détecte pas d'anomalie, on peut espérer plus de chances, plus de probabilité de remonter vers le milieu de la droite de régression et peut-être éventuellement remonter dans ce premier canal qui était là entre le plus un écart type
et la droite de régression. Ce qui ferait quand même un cours, si on se met au niveau de la droite de régression, on est quand même sur un cours aux alentours de 55, 53 euros peut-être, quelque chose comme ça. Ça ne veut pas dire que ça va y aller, ça veut juste dire que c'est probable, c'est possible. On peut aussi rester comme ici pendant des années aux alentours des moins 1,4 type. Donc, encore une fois, cet indicateur est à juste prendre avec des pincettes. Il ne suffit pas tout seul, de la même manière que le PER ne suffit pas tout seul. Il donne juste une indication de plus, comme quoi, historiquement, on est plutôt sous-valorisé comparé à la tendance habituelle de Verizon et par rapport à l'attitude habituelle et historique des investisseurs par rapport à Verizon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est plutôt ce genre d'entreprise que vous cherchez, si vous cherchez plutôt des entreprises de croissance, si vous avez plutôt un petit portefeuille, un gros portefeuille, si vous voulez qu'on regarde plutôt d'autres entreprises, n'hésitez pas à me le dire en dessous et je ferai avec ma liste personnelle plus celles qui reviendront le plus et on verra s'il y a des entreprises qu'on a en commun et qu'on peut analyser. C'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, salut!